Donc, bonjour à tout le monde arrive, y compris les intervenants. Encore toutes nos excuses pour nos petits retards. Bonjour Bonjour. Quentin, bonjour Roger, bonjour Jean Numa. Vous voyez Serge Volikov, c'est une surprise. C'était une surprise parce que, en vérité, c'était Jean Vigreux qui devait animer ce débat, mais il est au fond de son lit et donc ça a été assez brutal dans le week-end et il ne peut pas assumer, la direction de ce débat, l'animation. On lui souhaite un bon rétablissement rapide et que l'université n'exagère pas avec ce qu'on pourrait appeler ses exigences à l'égard des profs accablés par la fin de l'année dans des conditions difficiles de travail. Je parle pour ceux qui sont en activité, Quentin et Jean Numa, qui savent de quoi je parle. En ce qui concerne notre amie Sylvie April, elle a eu, elle, des difficultés personnelles qui lui ont interdit d'être là avec nous au dernier moment et on le regrette. Nous sommes tous les trois, vous êtes tous les trois, nous avons 1 heure et demie pour débattre. Donc, dans ce débat, il y a une thématique principale, une thématique qui, à la fois, est présente dans les travaux des uns et des autres. Dans l'invitation qu'on a envoyée à tous les participants, vous avez vu les travaux de chacun. Je ne vais pas, moi, avoir la cuisserie de leur rappeler ce qu'ils ont fait. Par contre, chacun n'hésite pas à évoquer son travail personnel quand il répond ou quand il débat. Alors moi, ce que je vous propose, c'est une forme d'échange qui se fasse, non pas avec… On est en visio, donc je propose qu'il n'y ait pas des très longs tunnels, mais qu'il y ait des interventions liminaires de chacun et qu'après, il y ait un échange. Et moi, la meilleure des choses, c'est que vous vous passiez de mes services, mais si besoin est, je n'hésiterai pas à vous relancer. Alors, moi, je vous propose qu'on avance dans l'ordre qui suit. Si Quentin en est d'accord, qu'il commence, ensuite Jean Numa, ensuite Roger, et puis qu'il y ait ensuite que ça tourne, si vous en êtes d'accord. Alors, Quentin, vous avez… alors, je ne sais pas comment on peut se tutoyer parce que ça va être un peu autrement compliqué. Hein. Quentin, Okay, tu as, dans tes derniers travaux, mis l'accent sur quelque chose qui est évidemment fondamental pour la commune, pour comprendre l'histoire de la commune, encore que pendant très longtemps, l'histoire de la commune a été lue essentiellement comme un événement qui avait une dimension internationale, mais surtout à partir d'un ancrage patriotique national. Or, d'une certaine manière, tu inverses le regard, sans nier évidemment l'ancrage territorial et local, tu mets l'accent sur la dimension globale, internationale, mondiale. Les trois termes sont présents, ils ne sont pas complètement équivalents, ils peuvent jouer les uns par rapport aux autres, mais d'une certaine façon, il y a une sorte de regard que tu proposes, qui est de dire finalement la dimension globale et mondiale de la commune, ce n'est pas secondaire, c'est quelque chose qui est constitutif de l'événement. Et l'événement, tu le traites de ce point de vue en abordant cette question. Il y a bien d'autres points sur lesquels on reviendra, la question de la longue durée, la question de ce qu'on pourrait appeler l'image de la commune comme révolution. Mais là, si tu veux bien, ma première interpellation, parce qu'elle est vraiment au cœur de notre thème de ce soir, c'est cet usage du global, de l'international et du mondial que tu fais pour analyser la commune. Ok, parfait. Ça me va. Voilà, Super. voilà mon interpellation. Super. Juste, je vais dire à mes enfants de faire moins de bruit. J'arrive, j'en ai pour une seconde. Pas… Bon, en tout cas, je proposerai à Jean Numa et à Roger, s'ils le veulent,
dans leur registre et à partir de leurs travaux et de leurs réflexions, non pas seulement de réagir, mais de voir comment ils peuvent décliner ce type d'interrogation. Mais évidemment, chacun avec son propre regard d'historien et de recherche et de chercheur. Sachant que pour Jean Dumas, il y a tout un travail qui se fait à partir du monde germanique et que Roger, lui, inclut sa réflexion aussi dans une longue durée de la Révolution française à la Commune. Quentin. Pardon. Non, mais on est cool hein, quand même, c'est pas, ça va. Okay. Parfait. Et je salue l'assistance, nous sommes une trentaine de personnes dès maintenant, et donc c'est très bien. D'accord. Très bien. Du coup, merci beaucoup, Serge. Donc, je vais commencer directement sur ton interpellation. Pour rappeler une chose qui est importante, on parle beaucoup de mode à propos de l'histoire globale, comme si, au fond, on passait du national au global. Or, pour beaucoup d'objets, ce n'est pas du tout ce cheminement-là qui s'observe. La Commune en est un bon exemple. Il y a des objets qui ont été internationalisés, d'une certaine manière, puis qui ont été relocalisés. Et la proposition du global propose de les réinvestir, mais d'une autre manière, comme tu l'as très justement rappelé. Donc, dans le cas de la Commune, il faut tout de même rappeler que c'est un événement qui a été abondamment étudié. L'ouvrage de Robert Le Quillec compte quasiment 5000 entrées. La liste des titres fait 600 pages. Et quand on lit un peu ces titres, ils sont écrits effectivement en langue française, anglaise, russe, chinoise, allemande, espagnole. Donc, la Commune des années 1950, voire 1930 à 1970, c'est un champ de recherche extraordinairement internationalisé. Simplement, ce qui ne correspond plus par rapport à nos questionnements actuels, c'est deux choses. D'une part, tu l'as dit, Serge, c'est une approche en réalité internationale, c'est-à-dire qu'on étudiait les échos de la Commune dans un cadre national fini. La Commune en Roumanie, la Commune en Hongrie, etc. Moyennant quoi, on a quand même énormément de matériaux disponibles. Moi, j'ai pu faire mon livre parce que tout ce travail-là existait en amont quand même. Mais le deuxième souci qui se pose, c'est que c'était aussi pris dans un schéma d'analyse de l'histoire qui était linéaire, appuyé sur une théorie de la modernisation. Alors, ces approches, on les trouve dans l'approche des mouvements ouvriers comme dans l'approche de l'histoire de la République. Ce n'est pas tellement le problème. Mais l'idée, au fond, c'était que la Commune était entre aube et crépuscule. Crépuscule des révolutions du 19e siècle et puis aube des révolutions modernes, ouvertes par 1917, et dont l'idée était qu'elle devait être plus structurée en termes d'organisation et d'idéologie. Et c'est ça, la Commune, c'était l'espèce de chaînon manquant, celui qui allait expliquer que les nouvelles révolutions devaient être plus organisées. Donc ça, c'est le premier point. Ce qui s'est passé, c'est que les travaux qui ont contesté un petit peu ces approches, qui avaient tendance un peu à enfermer la Commune dans un cadre un peu trop rigide, notamment ceux de Jacques Rougerie ou de Robert Thoms, ont procédé par un retour au terrain parisien. C'est ça le grand apport de ces travaux. Ça a été de dire, non, en fait, si on veut comprendre ce qu'est la Commune, si on veut bien voir quel est tout sauf un brouillon ou un échec ou quelque chose de verbeux ou autre, il faut retourner sur le terrain. Donc la Commune, c'est en quelque sorte parisianisée. C'est tout le discours un peu de Jacques Rougerie invitant à reconsidérer le patriotisme parisien. La République démocratique et sociale, on pourrait y revenir dans la discussion, c'est une république par le bas. Et donc, du coup, l'historiographie, c'était un petit peu relocalisé de cette manière-là. Or, ce que j'ai proposé, moi, dans mon travail, au début, quand j'avais commencé, c'était un peu un pari, parce que tout le monde me disait, mais tu ne trouveras rien, en fait. La Commune a été plutôt internationalisée après coup. Et en réalité, donc, j'ai mené ces trois approches, comme tu l'évoquais très justement. Donc, la transnationale, c'est-à-dire celle qui suit les circulations des volontaires internationaux et les échos de la Commune au sein de groupes républicains, socialistes et autres. Bon, déjà, cette première entrée, elle est très importante dès le 18 mars. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces volontaires internationaux, donc les plus connus, c'est quelqu'un comme Dombrowski, d'autres sont moins connus. Il y en a un que j'aime bien qui s'appelle Rogowski, qui était marchand de 4 saisons à Marseille. Mais la plupart, en fait, s'étaient déjà engagés dans l'armée française en 1870 au nom de la République universelle. Et les plus radicaux ou les plus sociaux d'entre eux, ensuite, vont vers la Commune. L'autre lien de connexion, évidemment, c'est la première internationale. Plus les sections, d'ailleurs, que le comité central lui-même. Donc ça, c'est le premier point. Je n'insiste pas parce qu'à la limite, c'est peut-être le plus connu. En tout cas, on pourrait y revenir.
Le deuxième point, ce qu'on appelle les approches impériales. Il faut bien voir que la commune a eu des répercussions dans l'Empire français, la plus notable étant la commune d'Alger, qui avait été assez peu étudiée, enfin plus exactement, qui avait été étudiée dans le cadre de l'histoire de l'Algérie, mais là, typiquement, on n'avait pas fait la connexion avec les événements parisiens. L'idée, c'était de dire que c'était une commune d'opérette. Or, en réalité, les connexions sont fortes, puisque la commune d'Alger déclare son adhésion à la commune de Paris, et qu'un de ses membres sera même présent au sein de l'hôtel de ville. Cette dimension impériale, elle est importante pour deux raisons. D'une part, c'est qu'elle connecte l'histoire européenne de la commune à une histoire extra-européenne, puisque cette commune d'Alger était confrontée à la plus grande insurrection coloniale des Algériens, enfin, contre l'Empire colonial, qui est l'insurrection kabyle de 1871. Et les deux sont reliés, mais évidemment, l'insurrection kabyle ne prend pas comme modèle la commune, elle prend plutôt la commune comme prétexte d'affaiblissement du pouvoir impérial français pour se déployer. Donc là, on rentre dans une approche évidemment beaucoup plus intéressante, à mon avis. L'autre élément qui associe les événements, c'est que cette insurrection et cette commune d'Alger qui fragilise un petit peu la domination française en Algérie, eh ben, elle va aussi fragiliser les puissances impériales anglaises et italiennes. On l'a oublié un petit peu, mais pour mettre un terme à la commune d'Alger, l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie envoient des navires pour soutenir en fait la reprise du territoire algérien. Donc, c'est-à-dire qu'au fond, ces événements impériaux de la commune ont des effets retours, et ça explique pourquoi autant de pays en fait ont intérêt à ce que la commune s'arrête, parce que ça fragilisait aussi les pouvoirs impériaux. Et puis, troisième point, et je m'en arrêterai là, la dimension la plus globale, c'est la dimension médiatique en réalité, parce que le système médiatique est en train de changer à ce moment-là. On a des télégraphes qui expliquent un petit peu la diffusion de l'information. Et la commune est immédiatement suivie dès le 18 mars, que ce soit aux États-Unis, au Mexique ou à moindre degré en Inde, en Australie, au Canada, etc. Et en fait, cette dimension globale, mais je vais m'arrêter là pour ne pas faire les fameux tunnels dont tu parlais, alors qu'il est déjà peut-être un peu long, mais c'est probablement par cette réappropriation médiatique à grande échelle que la commune devient un événement global. Et tu l'as dit très justement, en fait, on a affaire à une co-construction. C'est-à-dire qu'en même temps que la commune démarre, toutes ces réappropriations constituent autant d'autres communes à l'étranger qui ont des effets de réverbération entre elles extrêmement riches et compliqués. Il faut bien voir, et je m'en arrêterai là, que l'impact médiatique de la commune est même plus fort au 18 mars qu'au moment de la semaine sanglante. Le fait qu'une nouvelle révolution ait lieu dans Paris, qui est considérée à l'époque comme la capitale de la modernité et la capitale des révolutions, ça génère une attention extraordinaire, en bonne partie négative, mais aussi en bonne partie positive. Et donc, du coup, l'histoire de la commune commence, l'histoire internationale de la commune commence bien dès le 18 mars. Et je m'arrête là pour démontrer le… Merci beaucoup. On reviendra sans doute sur cette question de la chronologie ressentie, perçue à l'échelle mondiale de la commune, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie des nouveaux chantiers ou des nouveaux regards. Mais maintenant, même question générale, liminaire à Jean Numa. Oui, merci Serge, bonsoir à toutes et à tous. Donc, oui, effectivement, sur cet ancrage international de la commune, alors ça vient d'être rappelé, la plupart des interprétations de la commune et la façon dont on l'a écrit pendant longtemps, écrit son histoire, c'était surdéterminé par la victoire du bolchevisme en 1917 à travers la fameuse anecdote de Lénine qui passait le nombre de jours de la commune au pouvoir un peu plus longtemps, saute de joie, etc. Bon, s'il y avait eu que cette anecdote-là, à la limite, ça n'aurait pas engendré grand-chose, sauf que derrière, ce que ça voulait dire, c'était que d'une certaine manière, le pari stratégique des bolcheviks avait été remporté et qu'ils avaient réussi à dépasser les révolutions. Et pourtant, il a la fibre de la fondation. Gabriel Péry, tu es dans le bureau là-bas. Alors, bon. Donc, il nous tient en haleine. Jean Numa nous tient en haleine. Est-ce qu'il entend? Il faut qu'il se Ah, ça y est. Non. Jean Numa? Toi, tu entends, Roger? Toi, tu n'as pas de problème? Ah, moi, j'entends, sans problème. J'entends très bien. Ouais. Et quand c'est vraiment du côté… C'est Jean Numa qui est planté là. Voilà.
Il Ah, revient. Jean, ça y est, tu reviens, Jean. Je disais, et s'il y a un problème, je mettrai sur l'autre ordinateur, pardonnez-moi, que Ah, tout a été d'accord. surdéterminé donc, par l'interprétation bolchevique qui se pensait comme quelque chose qui avait enfin permis de dépasser l'insurrection, entre guillemets, à la française, qui était certes vénérable, mais qui méritait finalement d'être dépassée sur un plan politique. Alors, ce qui est intéressant dans les échos internationaux, donc pas exactement sur le moment, mais dans les 2 décennies qui vont suivre, c'est-à-dire les décennies qui précèdent la Première Guerre mondiale et la Révolution russe, c'est que on est dans une charnière où beaucoup d'acteurs de la Commune, évidemment, ceux qui n'ont pas été fusillés sont encore là et vont transmettre à un certain nombre de militants socialistes un certain nombre d'expérimentations. Je prends souvent cet exemple-là qui me paraît significatif parce qu'on a une mémoire très insurrectionnelle de la Commune. Hein, jusqu'à nos jours, c'est la révolution, c'est quelque chose de positif. Certains assimilent ça à de l'autogestion, à toute une série de vocabulaires politiques qui sont un vocabulaire politique qui est largement ultérieur à l'expérience de la Commune. Mais vous avez des gens comme Benoît Malon, qui est un acteur important de la Commune, qui vont retourner cette interprétation-là dans un sens beaucoup plus réformiste, municipaliste, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la Commune doit être vidée de son contenu insurrectionnel pour en faire quelque chose plutôt de pratique, justement sur le côté très parisien, les lois sociales, etc., etc. Et ce qui se passe autour d'une figure comme Benoît Malon, parce qu'on préfère aujourd'hui Louise Michel à Benoît Malon pour une série de raisons, et en plus Benoît Malon ayant écrit des choses, parfois des textes antisémites, ça ne facilite pas sa postérité sur un certain nombre de points. Mais à l'époque, la réflexion qui se lance sur la Commune, il y a, je dirais, une branche qui est dans la solidarité révolutionnaire et une autre qui est plutôt dans l'interprétation déjà de gestion de l'État. Donc ça me paraît important d'être rappelé. Et ce qui est vrai pour le socialisme français va être vrai pour le socialisme qui va se constituer sous la forme partidaire de manière beaucoup plus spectaculaire qu'en France, en Allemagne et en Autriche. Dans les mondes germanophones dans les années 1880, c'est là où on va avoir les organisations les plus implantées, rapportées à leur pays respectif, donc dans le monde ouvrier. Beaucoup plus que dans la nébuleuse des socialistes français, dont une partie donc des anciens acteurs de la Commune ou des gens qui ont été solidaires de la Commune, comme Jules Guesde, hein, qui était à Montpellier à ce moment-là, mais qui était en solidarité avec elle. Et qu'est-ce que disent et qu'est-ce que pensent les gens de cette commune? Alors c'est intéressant parce que quand on est allemand et quand on comment dirais-je, quand on cherche à ancrer un parti dans une réalité nationale à l'époque, évidemment, s'affirmer solidaire d'un processus révolutionnaire en France, vu le monde dans lequel ils évoluent, avec une forte hostilité entre la France et l'Allemagne, ce n'est pas rien. Donc il y a comme acte fondateur de l'internationalisme de cette époque-là, il y a toute une série quand vous lisez la presse militante, même certains théoriciens politiques, ils ne s'intéressent pas beaucoup au contenu de la Commune, ils ne cherchent même pas à écrire une histoire du temps présent de la Commune, ils cherchent avant tout à en faire un symbole fraternel de solidarité par-delà les frontières. Donc cette dimension internationale de la Commune, qui va être ensuite rendu quasiment canonique par la révolution bolchevique, existe avant dans l'opposition, dans des partis oppositionnels qui, en Allemagne, en Autriche, pensent que la Commune, c'est le symbole que l'on doit mettre en valeur, d'autant plus parce que c'est un symbole français. Français, c'est un double défi, hein. Il y a la tradition révolutionnaire française qui est derrière, bien sûr, mais il y a aussi l'opposition nationale sur laquelle jouent les gouvernants à ce moment-là. Donc ça, c'est une dimension qui me paraît importante à souligner. L'autre élément, c'est, comment dirais-je, l'extraordinaire coïncidence de 18 mars. Le 18 mars, ça vient d'être rappelé, c'est évidemment le début de la Commune, 1871, mais le 18 mars pour un germanophone ou les populations qui sont sous domination germanophone mais qui s'inscrivent dans une dynamique du mouvement ouvrier, le 18 mars c'est 1848 avant tout, c'est le 18 mars à Berlin celui des barricades qui lient des revendications démocratiques, nationales et politiques. Et vous avez à la fin du 19e siècle, on peut reconstituer même les grands défilés qui ont lieu dans toute une série de villes, que ce soit à Berlin, à Leipzig, à Vienne, à Graz. Vous avez des défilés en l'honneur des révolutions de 1848, car pour les germanophones, ce qui est important, c'est de valoriser la tradition révolutionnaire spécifiquement allemande, qui est certes ponctuée d'échecs, mais tout de même, il en existe une, donc il faut la dire, et de lier en permanence
aussi habilement que possible, et parfois en tenant compte des conditions de la censure, parce qu'encore une fois, se référer à la France, ça n'a rien d'évident dans ce contexte-là, eh bien de lier la tradition révolutionnaire allemande à la tradition révolutionnaire française. Et donc, vous avez des anniversaires du 18 mars qui lient le 18 mars 48 au 18 mars 1871. Vous avez des défilés spectaculaires dans les grandes villes. Parmi ces grandes commémorations, vous avez en 1898 un cinquantenaire qui est particulièrement structuré et organisé. Et vous retrouvez cela à plusieurs reprises. Je prendrais un autre symbole de rituel et de défilé, parce que ce qui compte beaucoup pour les militants à cette époque-là, c'est pas que la théorie politique, hein. Il y a une grande richesse, une grande production théorique très intéressante sur la Commune. J'ai pris l'exemple du réformisme au départ, mais ce qui soude ces milieux militants très larges, c'est toute une série de rituels. Et parmi ces rituels, vous avez les défilés chaque année. Vous avez celui du 1er mai qui est le plus connu, mais celui du 18 mars compte beaucoup dans un certain nombre de pays. Et donc ce 18 mars-là, c'est la Commune, mais c'est aussi l'environnement national 1848. Et quand on sait, pour reprendre la question du temps long que posait Serge au départ, l'impact international qu'a eu aussi les révolutions de 1848, d'une certaine manière, avec des choses beaucoup plus connectées, beaucoup plus diverses que la Commune, ça me paraît intéressant à souligner. L'autre exemple de rituel qui lie tous ces éléments, c'est la mort d'une figure qu'on a eu tendance à oublier à l'époque, qu'on a oublié maintenant, mais qui à l'époque, était très importante, et on connaît souvent davantage son fils. Son fils, c'est Karl Liebknecht, et le papa, c'est Wilhelm Liebknecht. Alors, ce Wilhelm Liebknecht ne dit pas forcément grand-chose aujourd'hui, mais c'était un des pères fondateurs de la social-démocratie allemande, et il est mort très tardivement en 1900, et il est l'emblème de ce lien entre différentes générations de militants allemands et qui sont en solidarité avec les internationales. Pourquoi ? Parce que Liebknecht jeune est sur les barricades en 1848. Liebknecht jeune est un des fondateurs du premier parti entre guillemets marxiste en 1869 à Eisenach. Liebknecht jeune est celui qui, depuis l'Allemagne, se solidarise avec la Commune de Paris, qui est un des éléments qui va susciter contre lui un procès pour haute trahison en 1872. Et ce Liebknecht traverse ensuite ces années de construction lente et pénible du Parti ouvrier. Et en 1900, lorsqu'on le célèbre, vous avez des discours de dirigeants socialistes du monde entier, enfin du monde, de l'Europe entière avant tout, il faut bien dire, bien que déjà, il y a quelques signaux qui viennent d'Asie, mais enfin, ils sont objectivement très limités. Et dans ces discours, vous avez toujours une référence appuyée à la Commune, bien sûr des représentants français, il y a notamment Paul Lafargue, le gendre de Marx qui est présent en 1900, mais aussi de quelques autres, que ce soit les Britanniques, les Espagnols, les Italiens. Et on retrouve donc cette dimension internationale de la Commune à l'occasion de rituels comme ceux-ci. Alors, après, juste un mot, et je vais m'arrêter, c'est juste là-dessus, pour dresser quelques pistes. J'ai exagérément et volontairement au départ dissocié à des fins rhétoriques l'expérience bolchevique de ce qui a précédé, parce c'est toujours un peu bien de dire que, évidemment, les bolcheviks, après, c'est quand même quelque chose qui va définir une ligne très stricte et très fermée. Cela étant, la réflexion stratégique à partir de l'exemple de la Commune est complètement élaborée dans ce contexte social-démocrate allemand, autour de figures comme Kautsky, comme Bebel, qui c'est intéressant parce que si vous regardez les textes, vous avez une espèce d'admiration sans limite parfois pour l'expérience communarde, en citant les célèbres phrases de Marx valorisant l'expérience, mais en même temps, vous avez très tôt l'idée selon laquelle tout ça est quand même extrêmement limité, extrêmement restreint, et il n'y a pas que le côté, vous savez, parce qu'on prend les exemples toujours, ils auraient dû prendre la Banque de France, tout ça, on reprend les quelques propos de Marx et quelques autres, mais il y a aussi l'idée fondamentalement derrière qui est que, et c'est là on voit bien les tensions qui animent la gauche sur le mouvement ouvrier à l'époque, il y a l'idée que finalement, tout ça est une tradition française périmée, incapable de déboucher sur une quelconque structuration organisationnelle. Confère le socialisme français à l'époque, qui est beaucoup moins structuré, beaucoup moins hiérarchisé, et donc il y a l'idée qui peut être prise dans deux sens, dans un sens réformiste ou dans un sens révolutionnaire, il y a l'idée selon laquelle ce type d'insurrection est terminé. L'aile gauche de l'internationale, dont les bolcheviks seront une partie, considérera effectivement que l'insurrection de la Commune, d'une certaine manière, a été mal préparée et n'a pas été assez loin sur un certain nombre de points. Mais vous avez aussi l'interprétation plutôt d'autres tendances du mouvement ouvrier qui consiste à dire, de toute manière, ce qui compte maintenant, ce n'est plus l'insurrection du tout, ce n'est pas tant uniquement que le réformisme, mais c'est le parti, le syndicat
les coopératives, évidemment des expériences coopératives sur la commune. Mais là, ils ont l'impression, avec les partis de masse très structurés et organisés qu'ils ont réussi à mettre en place, d'avoir dépassé cela. Et cette tension, me semble-t-il, qui est très visible chez les germanophones et les Russes, entre grande valorisation de l'expérience communarde comme une expérience héroïque et martyrologique, et une réalité pratique qui montre que cette commune-là doit être dépassée, eh bien cette tension-là est très présente dès les années 1870, et c'est ça qui va ensuite quand même surdéterminer pour une large part les interprétations et les études que l'on va faire de la commune à ce moment-là, tout au long du XXe siècle, pardonnez-moi. Donc voilà pour ces quelques éléments de réflexion, et puis nous débattrons éventuellement de quelques éléments plus précisément ensuite. Nous débattrons certainement, mon cher Jean-Thomas, je ne doute mais pas, après avoir entendu Roger. Oui, Et après, je veux on bien va donner mon circuler et le avis. débat et les questions. Roger, pardon. Je veux bien donner mon avis, même s'il n'est que modestement informé. Mais je vais quand même dire ce que je pense de ce sujet. D'abord en reprenant l'idée qu'a évoquée tout à l'heure Quentin, à savoir que depuis, j'allais dire, au moins 2 décennies, les études sur la commune se sont trouvées profondément renouvelées dans notamment 2 domaines, ou plus exactement en suivant 2 pistes. La première, c'est une conception, j'allais dire, de la temporalité qui renonce d'une certaine manière à la linéarité. Le temps dans lequel on doit insérer l'événement communal est un événement qui est un événement dans lequel il n'y a pas que du continu, il y a du discontinu, il y a de la complexité, il y a de la détermination, mais il n'y a pas de fatalité. Et en particulier, Quentin fait partie de ceux qui ont eu le grand mérite dans les dernières années de casser cette conception déterministe d'une fatalité en intégrant la notion de possible. La notion de possible signifie qu'il y a des temps qui peuvent être des temps discontinus, dans lesquels des expériences se tentent, s'arrêtent, se reprennent sous une autre forme, se transforment, se renouvellent, se reproduisent, etc. etc. Donc il y a cette innovation dans la conception du temps qui caractérise les travaux récents sur la commune. Et puis le second, alors on en vient directement à notre sujet du soir, c'est cette idée de la prise en compte d'une multidimension territoriale, c'est-à-dire que l'on inclut dans l'événement communal une multiplicité, une imbrication, et là encore une imbrication complexe, sans, j'allais dire, détermination dans un sens ou dans un autre, du haut vers le bas, du bas vers le haut, du national vers le local ou du local vers le national, mais avec la complexité de ces dimensions. Et je trouve que le récent ouvrage de Quentin, qu'il a publié cette année, de ce point de vue, est un modèle par cet essai d'intégrer, pour regarder la commune, ce grand apport de l'historiographie contemporaine qui est ce qu'on appelle l'histoire mondiale. Donc moi je trouve que ce qu'il nous propose dans son livre, c'est absolument passionnant, et je pense que c'est une manière de regarder la commune que nous ne pouvons plus désormais, j'allais dire, contourner. Mais je dirais en même temps, et ça n'est pas un mais en réalité, je pense, j'allais dire, que il faut considérer que la dimension de l'histoire mondiale est une critique d'un certain regard antérieur de l'articulation des territoires. Et je pense qu'on peut être amené aussi en même temps à accepter cette critique et à se livrer d'un point de vue, j'allais dire, théorique, gnoséologique, à une certaine critique de la critique. Et je vais dire ce que j'entends, moi, par cette critique de la critique. D'abord, quand je regarde, par exemple, dans l'ouvrage de Quentin, où il met en parallèle, par exemple, le cas, la révolte martiniquaise, la révolte kabyle et la Commune de Paris, c'est passionnant de regarder, j'allais dire, en même temps, ces 3 épisodes. Et en même temps, ce sont 3 épisodes qui, comme il a rappelé pour le contraste entre la Commune d'Alger et l'insurrection kabyle, ce sont 3 réalités
qui ne se superposent pas complètement. La coïncidence ne signifie pas la superposition partielle. Et en fait, ce qu'il y a de commun dans ces trois expériences, c'est le fait que ce sont trois contextes qui sont confrontés à une crise de légitimité d'un État central. Nous sommes dans l'ère de domination française et on assiste en 1870-1871 à une crise de légitimité de l'État. Et de ce fait, comme toujours, la crise de légitimité de l'État ouvre comme une faille dans laquelle surgissent des possibles d'émancipation. Mais notons-le, des possibles qui, dans les trois cas, sont des possibles extrêmement limités dans le temps. Ce qui indique tout à la fois ce qu'il peut y avoir, j'allais dire, de commun dans ces trois expériences, et en même temps, évidemment, le constat que ces trois expériences d'émancipation se terminent de la même manière, c'est-à-dire à un moment donné par la fin de l'expérience émancipatrice. Et cela m'amène à l'idée que il faut tout à la fois, il ne faut pas oublier que quand on parle de monde, on ne parle pas d'un objet tout fait. La planète est un objet, le monde est une construction historique. Et je pense que quand on étudie tout le 19e siècle, je pense qu'il faut qu'on tienne compte du fait que l'on se trouve dans un moment que l'on peut qualifier de processus, un processus dans lequel ce qui domine n'est pas encore ce qui viendra par la suite du transnational, mais c'est plutôt un phénomène de nationalisation. Ce qui domine le 19e siècle, c'est le constat que l'on voit à un moment donné la mise en cause de deux modèles d'organisation des territoires. C'est le modèle du vieil empire, qui éclate dans le cas, par exemple, de l'Autriche-Hongrie ou de l'Empire ottoman, ou qui entre en crise, plus exactement dans le cas de l'Autriche-Hongrie et de l'Empire ottoman. Et de l'autre côté, c'est la crise de la principauté, j'allais presque dire médiévale, qui se voit contestée par l'émergence des phénomènes d'unification nationale. D'un côté, j'allais dire la désagrégation des empires, donc d'une certaine conception de l'unification au monde, et de l'autre côté, au contraire, la remise en question de l'éparpillement territorial avec l'émergence de la nation. Et la nation apparaît dans un contexte qui est à la fois celui de l'expansion du capitalisme et de l'essor des formes nouvelles de politisation et de démocratie, comme une sorte d'intermédiaire qui apparaît rationnel entre des empires trop grands et de l'autre côté des principautés trop petites. Ce qui fait que, j'allais dire, le transnational est une réalité que Quentin a 1000 fois raison de mettre en évidence, par exemple, au travers de ce personnel révolutionnaire ou de cette circulation à un moment donné des informations et des expériences. C'est quelque chose qui est une réalité, mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas sous-estimer le fait qu'il s'agit encore à ce moment-là d'une réalité que je qualifierais de dominée. Je la qualifierais de dominée, ça signifie qu'au fond, au XIXe siècle, et en tout cas au moment où se déclenche la Commune de Paris, on a de l'interétatique, le système westphalien qui organise les relations internationales. Il y a un début, j'allais presque dire, de phénomènes d'international, c'est-à-dire les relations entre des nations et pas simplement des États, qui se traduisent par l'émergence de mouvements, par exemple, qui se structurent ou qui apparaissent à l'échelle européenne. Le républicanisme, le mouvement ouvrier ne peuvent pas se penser dans un cadre strictement étatique et national. Il y a donc du transnational qui commence à émerger, mais d'une certaine manière, on est encore dans une période où il n'y a pas encore de monde à proprement parler. Il y a il y a du national, de l'international, du transnational. C'est à la marge, le monde n'est pas encore, j'allais dire, une réalité comme il tendra à le devenir, même sans estomper les différenciations, les contradictions, le phénomène national, en particulier au XXe siècle. Et de ce fait, au fond, si on réfléchit à quels sont les vecteurs majeurs
j'allais presque dire, d'émergence de ce monde ou de cette transnation, si l'on veut employer des langages de notre temps. Les deux vecteurs, c'est d'un côté le capitalisme avec son dérivé qui est l'impérialisme, c'est l'universalisation par l'empire et par le marché d'un côté, et l'autre facteur d'unification majeure qui est de l'autre côté, j'allais dire, de la contradiction, c'est en particulier le mouvement ouvrier. Et je trouve que pour ce qui concerne la commune, il est tout à fait significatif, me semble-t-il, c'est que c'est à partir du moment où le mouvement ouvrier, s'emparant de la commune, en fait d'une certaine manière un modèle universel qui a à proprement parler universalisation, j'allais presque dire, du phénomène communal, de la référence à la commune. C'est donc un processus de construction qu'a abordé tout à l'heure, Jean Numa en a esquissé le mouvement. Au fond, c'est le mouvement ouvrier qui, en érigeant la commune comme modèle ou comme contre-modèle, ambiguïté, la commune qui fascine et en même temps la commune avec laquelle on peut prendre de la distance, c'est en devenant un modèle universel que la commune se fait à proprement parler universelle et va réapparaître, j'allais presque dire, comme référence dans des contextes de plus en plus diversifiés. Jean Numa évoquait celui du mouvement ouvrier. On le sait que, j'allais presque dire, à partir de 1871, chaque fois qu'un peuple, une portion du peuple se dresse contre l'inégalité, l'oppression pour l'égalité, pour la justice, presque spontanément, l'exemple de la commune va devenir une référence, qu'elle soit très théorisée, qu'elle soit stratégisée, j'allais presque dire, ou plus ou moins inconsciente. Voilà, donc Quentin, mes réflexions, encore une fois, c'est pas, et c'est pas, comment dire, rhétorique de ma part, je trouve que cette approche, j'allais dire au fond mondialisante, universalisante de la commune est un apport qui est un apport décisif dans la connaissance que nous avons de l'événement communal. En même temps, je pense qu'elle nous oblige tous, j'allais presque dire, à un effort de conceptualisation, de systématisation de cette méthode qui évite les raccourcis parfois faciles auxquels tu ne succombes jamais, mais parfois, j'ai l'impression qu'on peut avoir cette fascination à un moment donné une conception totalisante qui ne correspond peut-être pas complètement à ce moment historique particulier, qui n'est pas le nôtre. Au fond, ne regardons pas la réalité du 19e siècle avec les lunettes qui sont uniquement les lunettes du 21e, de la fin du 20e ou du 21e siècle. Merci Roger. C'est très à côté difficile du sujet, de ne pas regarder avec les lunettes de notre temps le passé. C'est très difficile. Mais tu nous incites. Alors écoute, comme je disais, le débat va s'engager. Il peut s'engager déjà de son propre mouvement, puisque d'une certaine manière, Roger et Jean Numa ont réagi aux propos de Quentin. Si Quentin souhaite, ça peut être pas mal. Et puis moi, je relancerai après, si vous voulez, par quelques questions à mon tour. Hein. Peut-être Quentin, d'accord? Ouais, très bien. Merci beaucoup. Je vais surtout répondre à ce que disait Roger, parce que ce qu'a dit Jean Numa, qui est parfaitement juste, s'inscrit dans la continuité assez directe de ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a bien une redéfinition, réappropriation, transformation de l'événement après coup. Donc là-dessus, je souscris entièrement à ce qui vient d'être dit. Merci beaucoup, Roger, pour tes réflexions qui, alors tu l'as dit très justement, permettent de reconceptualiser un peu plus finement les choses. Je te dis juste la façon dont moi je réagis à tout ça, de deux manières. Tout d'abord, tu as raison, il faut se méfier de ce qui a été, ce qui n'est probablement moins une mode, entre guillemets, de l'histoire globale, même si moi je suis d'accord, je pense que c'est un questionnement nécessaire. Mais depuis une dizaine d'années, depuis 2-3 ans plutôt, les spécialistes de l'histoire globale eux-mêmes, en fait, commencent à faire une espèce de critique de la critique, comme tu dis, en disant méfions-nous, l'histoire globale ne peut pas être uniquement une histoire de ce qui circule,
une histoire des élites, une histoire de l'intégration. Il ne faut pas oublier les formes de rapports de force, le rôle des États, le rôle des exclusions, etc. Et en un sens, mon livre s'inscrit un petit peu dans cette idée-là. C'est-à-dire qu'il va dans les deux sens. Mon idée, c'est quand même que l'approche au ras du sol, qui occupe un bon tiers de l'ouvrage, plus cet héritage intellectuel très fort, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de travaux, nous invite à critiquer une approche un peu lénifiante de l'histoire globale qui va, je trouve, assez dans le sens de ce que tu dis. C'est-à-dire que je précise bien à chaque fois que ces réceptions sont fragmentaires, que le rôle de l'État est décisif, et précisément la façon dont l'État français reprend la main ensuite sur le territoire algérien, la colonisation dure commence en fait en 1871. C'est un bon exemple qui montre qu'on ne peut pas faire l'histoire globale sans intégrer, tu l'as dit, les discontinuités, les révolutions, les rapports de force asymétriques, le rôle de l'État. Et moi, ce que j'ai mis en lumière dans l'ouvrage, c'est plutôt des réceptions que j'appelle hétérogènes et fragmentées, et pas du tout quelque chose Et je pense que ça, c'est propre au 19e siècle, précisément. Donc, mon deuxième élément de réponse, en revanche, là où je suis un peu en désaccord avec toi, c'est que je ne pense pas qu'on a un moment du national puis un moment du transnational. On a plutôt des manières différentes d'avoir des espaces globalisés. Puisque en réalité, on pourrait presque commencer au 18e siècle, avec, voire même un peu avant, avec le rôle de l'abolition, de la traite de l'esclavage, pardon. Ces trois continents qui sont associés entre eux, 11 millions, entre 11 et 22 millions de personnes déplacées. On est dans le global, il n'y a pas tellement de discussion. Par exemple, les nationalisations sont des phénomènes transnationaux. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on observe, c'est que tous les États qui vont devenir des États-nations reprennent un même ensemble d'éléments. L'historienne Anne Marquez parle de kits. Donc, on va avoir une histoire, un hymne, un drapeau, etc. Donc, les processus de nationalisation, eux-mêmes, en fait, sont des phénomènes transnationaux. Et ce qu'ont tendance à dire les historiens, c'est que le moment de globalisation du 19e siècle, c'est 1860-1880. Et je pense qu'en fait, la commune s'insère exactement là-dedans, ce qui explique cette double impression à la fois d'extension globale et de fragmentation d'hétérogénéité. Elle est plutôt révélatrice de ce moment de reconfiguration des globalisations du 19e siècle. Alors, la preuve en est que, effectivement, il y a ces trois lieux que tu as très bien pointés, la Martinique, l'Algérie et Paris. Mais n'oublions pas que 2 ans après, en 1873, en Espagne, on a un mouvement cantonaliste espagnol qui a un air de famille assez proche, au fond, avec ce qu'on va avoir dans la commune, qui va s'emparer de la commune. Donc, cette forme de modalité révolutionnaire n'est pas spécifiquement française non plus. Donc, je plaiderais plutôt, pour aller dans ton sens, dans ce qu'on appellera une historicisation des globalisations. C'est-à-dire que les choses ne sont pas globales de la même manière dans le temps. Et c'est là où il ne faut pas confondre, c'est là où il ne faut pas utiliser les lunettes du 21e siècle pour penser le 19e siècle. Il n'est pas globalisé de la même manière. La standardisation, l'uniformisation n'a pas du tout la même intensité. Mais on a quand même des mises en connexion qui produisent des effets nouveaux, dont la commune, du fait de cet élan auquel elle va être associée, dont a parlé Jean Dumas, à mon sens, c'est un bon exemple. Voilà mon retour. Mais merci beaucoup pour tes réflexions extrêmement stimulantes. Merci à tous les deux. Je pense qu'à moins que tu veuilles dire quelque chose, Roger, on va revenir après sur ces questions. Roger. Éventuellement, oui, je veux bien, parce que franchement, je trouve ces questions passionnantes, Quentin. Donc, moi, j'aime bien qu'on me secoue les neurones, si je puis dire. Tu fais partie de ceux, en tout cas, qui me stimulent. Alors, je précise. Roger, oui. avant que tu interviennes, je voulais t'interpeller sur un point comme ça, pour refaire un petit… sur cette question. Tu as dit d'une certaine manière, le monde global n'existe pas à ce moment. Il y a une sorte d'anachronisme à dire cela. Quentin lui dit, l'agencement du national, du transnational se fait autrement qu'à notre époque, mais il y a quand même des éléments de globalisation qui existent et de transnational forts. Donc, il y a le problème, c'est toujours la même question, d'intensité, de qualitatif et autres. Quand on discute, il faut qu'on fasse attention, mais est-ce qu'il n'y a pas une déclinaison particulière quand même
du transnational et du global sous des formes spécifiques, justement, qui elles-mêmes se réaménagent à ce moment-là, puisqu'on a eu à la fois la question des empires coloniaux, de la traite, mais aussi de la crise d'un certain capitalisme qui arrive à son bout avec le retournement de la conjoncture mondiale, de l'économie capitaliste internationale. Donc là, on a une histoire spécifique de cette époque, mais quand même des éléments forts d'une conjoncture mondiale, quoi, d'une conjoncture globale. Et ces éléments sont réintroduits là. Et le paradoxe, c'est que c'est la commune qui apparaît comme un événement hyper localisé, lié à un affrontement interétatique et avec des ferments nationaux qui posent des questions de type universel, quoi. Et ça garde quelque chose de très contemporain, ce rapport du national et de l'universel aujourd'hui encore. Tout à fait, tout à fait. Mais Serge, là, en l'occurrence, le jeu critique de la critique, c'est un processus continu. C'est-à-dire, je fais une critique de la critique qui nécessairement appelle critique. Je précise un petit peu parce que au départ, ce que surtout je voulais dire, mais je le disais à Quentin, alors qu'il ne tombe pas dans ce défaut. Moi, au départ, ce qui me paraissait évident, c'était de se dire la coïncidence ne doit jamais être séparée, j'allais dire, de la discordance. C'est-à-dire que les deux doivent être pensés en même temps, ce qui rapproche des événements et en même temps ce qui les différencie sur le fond. C'est, à mon avis, décisif. Mais pour moi, il y a, à partir notamment du XVIe siècle, il y a un processus de recomposition globale des territoires. On sait que le XXe siècle n'a pas inventé la mondialisation, il y a eu des mondialisations. Mais à partir du XVIe siècle, il y a un type de recomposition globale qui s'opère et qui s'opère en fait d'une manière qui est dès le départ une manière contradictoire. Parce que dans ce phénomène de recomposition globale, il y a à la fois du trans-territorial, on ne dira pas transnational puisque la nation n'existe pas encore, mais quelque chose qui va aller vers le transnational. Et en même temps, il y a ce phénomène qui est le phénomène de constitution des nations. C'est-à-dire que le territoire qui devient le territoire structurant, c'est le territoire national qui s'impose au détriment et des empires et des principautés anciennes. Et au fond, moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire, dans cette période 1860-1880, il y a une recomposition globale qui s'accélère véritablement. C'est pour ça qu'on a raison de dire qu'il y a là, entre 1860 et 1880, de la recomposition globale. Mais j'allais dire, dans cette recomposition globale, au fond, il y avait deux modèles possibles. On dit le possible, ça signifie qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a un premier modèle qui va être le modèle dominant, qui est le modèle qui est celui qui articule, j'allais dire, l'impérialisme et la constitution des nations dans le cadre européen, qui aboutit au phénomène que l'on connaît, l'Europe domine le monde. Ça, c'est un modèle qui va devenir le modèle dominant. Et dans ce modèle dominant, nous avons à la fois, et c'est ça qu'il faut comprendre, surtout si l'on veut comprendre le XXe siècle, il y a à la fois du transnationalisme et un nationalisme qui devient de plus en plus échevelé. C'est ça qui est la grande, j'allais dire, contradiction. Il y a du transnational et ce qui domine, c'est un nationalisme. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un autre modèle possible de la globalisation, qui est le modèle porté par le mouvement ouvrier. C'est le modèle de l'internationalisme, qui n'est pas d'ailleurs un modèle transnational, mais internationalisme. Le problème, c'est que ce modèle est un modèle qui ne parvient pas à s'imposer comme modèle dominant. Ce qui va se traduire évidemment au début du XXe siècle par le fait qu'entre l'internationalisme porté par le mouvement ouvrier et le nationalisme, c'est le nationalisme qui l'emporte, j'allais dire, sans qu'il y ait match, sans qu'il y ait possibilité de discuter le résultat du match. Voilà, il est écrasé. C'est pour ça que je dis, si l'on veut penser jusqu'au bout cette articulation, il faut
tenir compte de cette contradiction-là, une globalisation qui prend la forme contradictoire de l'impérialisme d'un côté et du nationalisme le plus, j'allais dire, extrême de l'autre. Et ça n'est pas l'universalisme porté par le mouvement ouvrier et dont la commune va être considérée comme un grand modèle, j'allais dire, de cette conception de l'universel, c'est la République universelle, la commune. C'est la République démocratique, sociale et universelle. Le problème, c'est que cet universel est un universel dominé. Voilà. Et je pense qu'il faut tenir compte, j'allais dire, de cette espèce de rapport des forces qui caractérise ces années 1860-1880. Je termine avec cette idée qui m'a toujours frappé. Moi, j'ai toujours été très, très attiré, même si j'ai pris des distances à son égard, par le livre d'Arnaud Meyer sur la persistance de l'Ancien Régime, qui est le paradoxe de cette Europe, qui est une Europe qui porte la modernité, j'allais dire, au fond de la révolution bourgeoise, et qui en même temps s'enferme dans cette espèce de conservatisme social par peur des révolutions, y compris de la commune. Ce n'est pas un hasard, c'est la commune active, réactive, ou le phénomène contre-révolutionnaire. Voilà. Donc, voilà quel est, j'allais dire, un peu mon objectif, pour peut-être rajouter trop de complexité, trop de contradictions, mais je pense qu'à un moment donné, l'histoire procède par là, quoi. Serge, je peux dire un mot? Jean-Numa. Non, vas-y. Non, j'interviens et après, je vous poserai une question sur ce qu'on pourrait appeler justement les milieux populaires, leur participation des milieux populaires à cette dimension internationale, et notamment les circulations dans les milieux populaires, puisqu'on les voit toujours, les milieux populaires, comme infirmes du point de vue de la conscience mondiale ou internationale, comme si seulement les élites étaient capables d'avoir une vision du monde. Jean-Numa. Oui, non, c'était juste dans le prolongement des réflexions qui viennent d'être faites. Ce qui me semble particulièrement presque spectaculaire dans ces années 1860-1880, justement au moment où les mouvements ouvriers organisés sont en formation, en période de formalisation sous la forme partidaire, donc pour le coup là, après la Commune, mais pas tant de temps que ça après la Commune, c'est que, bon, un certain nombre d'entre eux pensaient qu'il y avait une adéquation assez simple, mondialisation, frontière, internationalisation, internationaliste, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la bourgeoisie va faire le travail, le développement de la mondialisation va permettre, entre guillemets, mécaniquement de faire sauter des obstacles qui sont devant nous, et toute la tension ensuite qu'il va y avoir dans les mouvements ouvriers bien avant la Première Guerre mondiale, c'est justement... Non pas tant, alors Roger dit, il y a le camp de l'internationalisme qui s'affronte au camp nationaliste. Bon, là, au même titre qu'il y a le transnational doit tenir compte de multiples réalités, en fait, les choses sont parfois, les milieux sont extrêmement poreux, et si vous regardez de près, vous avez des acteurs de la Commune qui sont, parce qu'on parle comme de la Commune aujourd'hui avant tout, plus patriotiques que sociaux, et d'autres qui sont plus sociaux que patriotiques. Je schématise volontairement. Et l'idée selon laquelle il y aurait un camp internationaliste fort, puis plus ou moins en débâcle par rapport au nationalisme après, il y a l'impression que la tension a toujours été très interne, très présente, même chez les groupes minoritaires de la Première Internationale, mais qu'en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'ils ont essayé d'adopter un langage idéologique qui leur permettait de surmonter les contradictions auxquelles ils faisaient face en permanence. C'est-à-dire que le vocabulaire de l'internationalisme, quand bien même il correspondait de moins en moins à des réalités d'ancrage nationaux, eh bien, permettait d'affirmer une différenciation politique par rapport aux autres forces. Mais si vous regardez un certain nombre de considérations sur la nation, même sur des questions évidemment délicates. Je parlais de Benoît Malon tout à l'heure à ce propos, sur la question de l'antisémitisme, sur des questions même de race et de racisme. Vous voyez bien qu'il n'y a pas le camp internationaliste qui est résistant qu'il peut face à la débâcle nationaliste, mais qu'il y a dès le départ des choses qui sont extrêmement articulées, extrêmement profondes,
et qui évidemment éclatent au grand jour lorsqu'il y a des événements comme la Première Guerre mondiale, mais qui sont présents dès le départ. Et quand vous regardez, alors évidemment, quand on regarde la France et les sections françaises de l'Association internationale de travailleurs, le schéma internationaliste, insurrectionnel fonctionne mieux parce qu'ils sont évidemment davantage connectés à une tradition révolutionnaire, même avant la Commune. Mais si vous regardez ailleurs, les questions de nation sont tellement obsédantes et présentes que le lien entre les deux est omniprésent. Et en fait, vous voyez, pour prendre un autre exemple d'événement, et après je me tais, moi j'ai l'impression que… Mais non, ne te tais pas, vas-y. Non, mais si, je regarde les minutes en même temps, donc c'est très important vas-y. pour laisser de la place. L'idée selon laquelle on monte de plus en plus vers le nationalisme avant la guerre. Bon, il y a des ruptures quand même. La Commune, c'en est une. Si vous regardez une révolution qui est relativement méconnue, et pour cause, parce qu'elle a été légèrement éclipsée par celle qui a suivi, qui est la toute première révolution russe de 1905, vous voyez qu'à ce moment-là, il y a une flambée dans le vocabulaire, dans les pratiques, etc., d'un internationalisme qu'on croyait plutôt révolu, et qu'ensuite les choses vont retomber dans les circonstances du reflux de cette vague révolutionnaire. Mais donc les choses sont imbriquées, très imbriquées dès le départ. Moi, je ne pense pas, enfin, évidemment, c'est le plus connu, quelqu'un comme Blanqui est affreusement nationaliste, bien avant qu'il y ait des organisations de masse de plus en plus intégrées dans l'État et plus à la nation, et qui donc seraient plus enclins au nationalisme. Et par contre, vous avez des internationalistes qui surgissent à la suite d'événements dans des organisations de masse pourtant intégrées davantage et plus proches des appareils d'État. Donc, je pense que contingence pour contingence, moment historique pour moment historique, les choses sont plus compliquées sur ce point-là. Et je crois que c'est un peu ça qui a traversé ensuite l'histoire du mouvement communiste pour élargir au XXe siècle, parce qu'il y a eu toujours une tension très forte entre ces deux pôles-là, l'internationalisme et le nationalisme, mais il n'y a pas de lien mécanique entre comment dirais-je, une intégration grandissante à l'État et le fait qu'on abandonne totalement les revendications internationalistes. On en parlait avec un collègue là, qui participe souvent au séminaire de la Fondation, Marco Di Maggio, qui ça y est. C'est quand même un moment incroyable d'internationalisme en difficulté, là, Jean Numa. Donc, pour poser la question et à Jean Numa et à vous deux, à Roger et à Quentin, ma question, il l'a un peu abordée, c'était à propos de la question de la représentation du monde dans les milieux populaires. Moi, j'ai l'impression que les travaux de recherche, la connaissance historique aujourd'hui et de la Commune et du moment de l'événement, mais aussi autour, avant et après, montre que cette sensibilité à l'international, elle est forte, et pas seulement chez ceux qui sont après, qui ont fui, qui sont exilés, et qui sont comme Louise Michel en Nouvelle-Calédonie, ou la plupart en Grande-Bretagne. Il y a un intérêt pour l'international. Michel Cordiot avait évoqué ça de longue date en Amérique du Nord, mais je voudrais savoir ce que vous en pensez, c'est-à-dire cette conscience chez les militants, et pas forcément chez les militants au sens organisé, partisan du terme, mais tous ceux qui s'engageaient dans les milieux populaires pour ce lien international, ce lien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, international, ou la dimension universelle ou commune, mondiale, au sens des communs à l'échelle mondiale, dans ces milieux populaires? Et quels étaient les vecteurs de ça? Ça peut être le religieux, ça peut être au contraire les Lumières, ça peut être une vision rationnelle critique du monde face à l'Église. En France, c'est évident, mais il y a des ponts avec une partie de la petite bourgeoisie aussi et le monde ouvrier de ce point de vue-là. Est-ce que tu es revenu parmi nous, Jean Numa? Oui, un peu, je suis à la Fondation avec revenu parmi nous du point de vue du son. J'ai fait l'effort du déplacement, j'ai fait du présentiel, et me voilà bien mal récompensé. Et voilà, et bien voilà. Bon, le personnel de la Fondation m'aide, mais quelques remarques. En attendant ton retour, peut-être tu termines, Jean Numa, puis après peut-être… Je finissais par prendre l'exemple d'un tout autre contexte
de quelqu'un qui avait observé les mouvements ouvriers à une autre époque, un siècle après la Commune, et qui disait qu'il y avait, dans les années 1970, bien plus de discussions internationales ou à vocation internationaliste dans des partis de masse que dans d'autres partis évidemment affaiblis, mais dans les années 2000 ou là, 2010, où la mondialisation a pris une ampleur tout à fait considérable par rapport aux années 1970, alors qu'on aurait pu croire l'inverse. Et ce que je remarque, c'est que quand vous appliquez ça au 19e siècle, ça ne fonctionne pas systématiquement. Par définition, c'est un équilibre. Mais ça marche relativement bien. Et donc, l'idée selon laquelle il y a des bonnes périodes et des mauvaises périodes ou des choses qui s'entrechoquent, saute un peu parce que le rapport à l'international qui peuvent entretenir des milieux militants ou des appareils politiques et des théoriciens qui les accompagnent, il faut regarder de près à chaque fois et les réécritures successives de l'histoire ont tendance à nous les faire oublier. C'est normal parce que c'est de l'histoire sur des forces politiques, donc à chaque fois il y a des enjeux politiques qui vont se poser, c'est bien logique, mais tout de même. Serge Velikoff est bien placé pour ça, il sait bien que le Front populaire là-dessus est… J'ai oublié, j'ai oublié de dire que ceux qui veulent poser des questions utilisent questions et réponses, hein, l'icône en bas. Mais alors j'ai une grosse et belle question de Jérôme Quaretti que je remercie et que je vais lire en expliquant ce qu'il, enfin pas en donnant, c'est une longue question, mais je pense que ça vaut la peine de la lire. Bien entendu, les notions républicaines, démocratiques, locales, nationales et universelles sont présentes dans la Commune de Paris et sont héritées de 1948 et de la Révolution française. Mais sur une chronologie plus courte, elles sont aussi contenues en province. On n'a pas parlé de la province, effectivement, dans le programme des ligues et des mouvements communalistes dès le mois d'août et septembre 1870. Donc, à l'échelle de la France, il faut toujours penser la révolution communaliste en lien avec l'instabilité républicaine sur au moins 10 mois, de août 70 à mai 71. Voilà la remarque et la question en même temps dans cette remarque qui est, me semble-t-il, tout à fait pertinente. Quentin ? Oui, je suis évidemment entièrement d'accord. En fait, pour reprendre ce que disait tout à l'heure Roger Martelly sur les discontinuités, on a des enchâssements de temporalité en fait à chaque fois. C'est-à-dire que si on veut comprendre d'où vient le mot commune, il faut remonter à la commune de 1792-1793, au projet de 1848, mais il faut aussi voir comment ce projet est repensé dans les années 1850-1860 sous l'angle de ce qu'on appelle la commune-canton, chez des penseurs comme Constantin Pecker ou Jules Fauvetit. Et puis, pour aller dans le sens de ce que vient de dire Jérôme Quaretti, sous le Second Empire, on est dans un régime de démocratie illibérale. Les républicains, pour exister, réinvestissent fortement l'échelon municipal. Et donc, du coup, effectivement, on a un républicanisme municipal extrêmement fort qui s'empare de ce mot de commune qui est déjà polysémique dès août-septembre, ce qui fait que le mot est disponible pour advenir en quelque sorte au 18 mars, déjà chargé de significations qui remontent effectivement aux années 1800, au mois de août-septembre 1870, aux années 1860, 1848, 1792, et puis on peut même remonter jusqu'aux communes médiévales, puisque ça servent aussi de référence dans la commune de Paris. Donc il ne faut jamais oublier la diversité de ces temporalités si on veut comprendre la richesse de l'événement. Donc merci beaucoup pour cette précision qui est extrêmement importante en effet. Est-ce que tu veux dire un mot de la question que j'avais posée précédemment sur les milieux populaires et la dimension, la représentation du monde? Oui, très rapidement, pour ne pas monopoliser la parole trop longuement, mais c'est une question qui est passionnante, qui est extrêmement difficile. Donc, deux choses. Tout d'abord, pendant longtemps, on a pensé que le populaire, c'est ce que tu disais, alors avec des guillemets, échappait au global. Mais en fait, les travaux ont montré évidemment que ce n'était pas vrai. D'une part, il y a tous les travaux de Marcus Rediker, notamment l'Hydromiltête, qui montrent à quel point il y a une circulation transnationale et populaire de l'idée révolutionnaire. Voilà. À l'inverse, si on prend les travaux de Peter Linebaugh sur Londres, là, dans ce très beau livre sur les pendules de Londres, qui a été republié en français il n'y a pas très longtemps, il montre que 6% de la population londonienne probablement était noire. Donc il y a tout un…
il y a tout un travail à faire pour repenser un petit peu cette. Il y a Jean Dumas qui s'est multiplié en deux là, pour repenser, C'est impressionnant. un petit peu les liens entre le global et le populaire, y compris à l'échelle des villes. Et pour Paris notamment, c'est très net. Il ne faut pas oublier que Paris est une capitale de l'exil. Il y a d'une part de nombreux ouvriers qui viennent y travailler, c'est le cas des ouvriers allemands notamment, et puis il y a de nombreux réfugiés des luttes et insurrections précédentes sur place. Donc, il y a une présence en fait de l'international et du global, même si il n'est jamais uniforme, comme cela a été dit, dans Paris. Alors, comment ça se traduit dans la commune? De manière très compliquée, puisqu'en fait, ces références-là se fracassent les unes contre les autres. C'est-à-dire qu'on va avoir on a une dimension nationale très forte qui peut tantôt s'articuler très bien avec les dimensions internationales. Ça, c'est un peu un héritage du 1er 19e siècle. Lutter pour la libération de sa nation, c'est lutter pour la République, et l'ensemble de ces républiques formera la République universelle. Donc il n'y a pas forcément de contradiction, au fond, dans l'esprit du 1er 19e siècle, entre la nation et l'international. L'autre élément qui va faciliter cette ouverture internationale, c'est l'héritage de la Révolution française et son universalisme, même si il a un côté très français, ce qui agaçait d'ailleurs Marx, qui observe les événements depuis longtemps. Et à l'inverse, on a aussi une forme de patriotisme très fort, qui est le fruit aussi de la guerre de 1870, et parfois les deux vont se confronter l'un à l'autre, à tel point que la commission de la guerre va être obligée de publier une affiche pour défendre Dombrowski, qui est un étranger et dont certains gardes nationaux s'étaient émus au fond de cette promotion. Si vous regardez les archives du consul américain, c'est assez intéressant, dans Paris, il vous explique que ceux qui ont un accent allemand ou qui ressemblent à l'accent allemand, donc c'est le cas des Américains apparemment, ont un peu du mal à circuler dans certains quartiers parisiens parce qu'on associe cet accent aux Prussiens. Donc ce qu'il faut relever au fond, c'est qu'on a une espèce de fracas des références qui tantôt se rejoignent harmonieusement, tantôt s'opposent l'une à l'autre. C'est un peu ça, en fait, ce qui caractérise ce qu'on appelle les cultures populaires. Hein. C'est l'hétérogénéité, l'ambivalence, les doubles mots, l'ironie. C'est ça qui fait la richesse, en fait, d'un mouvement qui s'appuie fortement sur cette dynamique populaire. Enfin, c'est quelques éléments de réflexion. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir plus profondément. Non, mais... C'est une question importante. Hein. Merci beaucoup, Roger. Je vois oui, que... mais écoute, Serge, j'ai envie effectivement de répondre à ta question en commençant peut-être par l'idée que moi, j'ai tendance à penser que le mondialisme tel qu'on le pense aujourd'hui, structurellement à l'échelle historique du XVIIIe siècle à nos jours, est quand même d'abord un phénomène qui est un phénomène, j'allais dire, réservé à des élites, qu'elles soient sociales ou militantes, qu'elles soient des élites sociales par pratique, c'est-à-dire ceux qui ont la possibilité d'avoir une expérience du monde. On sait que pendant longtemps, ceux qui ont une expérience du monde, c'est les marchands. Le paysan, il a un univers que l'on a cartographié, qui ne dépasse pas les relations villageoises pures, qui ne dépassent pas un horizon qui est quasiment celui de la paroisse ou de la commune, ou au-delà, un horizon qui est d'une vingtaine de kilomètres, c'est-à-dire les possibilités de déplacement, soit à pied, soit en chariot, pas à cheval. Voilà. Donc, il y a, comment dire, le monde, c'est quelque chose dont on n'a pas l'expérience dans les milieux populaires. En même temps, je pense que… Juste pour te provoquer, sauf les cheminots et les marins. Oui, mais ça, c'est après. Je te après, parle, oui, mais ça… Tu me parleras de tes cheminots pendant la Révolution française. On en rediscutera. Ah non, après. mais d'accord. Voilà. Oui, bon, donc, reprenons. Oui. Je pense que l'idée révolutionnaire, j'allais presque dire, par vocation, elle est universelle, donc d'une certaine façon transnationale. C'est l'héritage des Lumières, tout simplement. Sauf que l'héritage des Lumières, sur cette question, il est contradictoire. Parce que les Lumières, d'une part, elles partent de cette idée que la référence des Lumières, c'est l'univers. C'est la formule de Mably, l'univers est la patrie du grand homme. Voilà, ça c'est le point de départ. Sauf qu'on peut remarquer qu'à l'arrivée, ça c'est les années 60-70, à l'arrivée en 1700,
dans les années 1780, ce qui finit par l'emporter, c'est plutôt Rousseau qui dit si les individus n'ont pas l'amour de la nation, de la patrie, de la nation, ils n'ont pas de sentiment national, il faut leur donner, il faut le construire. Et donc, on part d'une sorte d'universalisme qui est un universalisme profond, mais qui, pour la majorité des populations, est relativement abstrait, pour en arriver plutôt à l'exaltation du caractère national de la nation, qui apparaît comme un intermédiaire entre un monde, un univers trop large et un local qui est trop étroit. Et je pense que c'est de là que naît, au fond, le patriotisme. Mais le patriotisme, dès la Révolution, il est dès la Révolution contradictoire. Il y a d'un côté le patriotisme qui s'inscrit dans la tradition de la Révolution universelle. La Révolution a pour objectif d'être l'horizon de l'humanité tout entière, y compris sous la forme d'une exportation. Je dirais d'une certaine manière, Napoléon continue une certaine vision de cet universalisme-là. Et il y a l'autre conception de la nation, qui est la nation, j'allais dire la grande nation, c'est-à-dire la nation qui a vocation à un moment donné à s'imposer sur les autres nations pour accéder à un certain universel. Au fond, il y a le modèle de la nation révolutionnaire et il y a la manière de la nation impériale. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de constater que justement au XIXe siècle, pendant tout le XIXe siècle, il y a une sorte de tension entre ces lectures différentes qui va traverser les catégories populaires et le mouvement ouvrier lui-même. Et au fond, au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, il y a deux courants qui sont d'une certaine manière universalistes et mondialistes. C'est des libéraux qui réfléchissent encore en termes de monde et le mouvement ouvrier qui se place sur le terrain internationaliste. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'au début du XXe siècle, les libéraux sont battus partout à l'échelle européenne et le mouvement ouvrier internationaliste fracasse sur le déclenchement du premier conflit mondial. Et je pense que, au fond, dans la Commune, qui est un moment ramassé dans le temps, dans lequel, au fond, la question, d'une certaine manière, ne se pose pas. Ceux qui dominent le mouvement communard, ceux qui s'expriment, sont universalistes, incontestablement universalistes, même si certains d'entre eux ont une lecture nationale patriotique. On a parlé de Blanqui qui devient caricatural à certains moments. Mais tout à la fois, il y a, j'allais dire, cette tension, cette contradiction. Moi, je ne peux pas ne pas constater qu'à partir des années 1880, c'est un des pôles de la contradiction qui devient dominant. Et même si le mouvement ouvrier se bat pour faire triompher la vision, j'allais dire, révolutionnaire internationale, au bout du compte, ça n'est pas cette vision qui l'emporte dans les catégories populaires, en tout cas pendant une période qui est une période dans le temps, hein, qui se situe entre le début du XXe siècle et évidemment le déclenchement du premier conflit mondial. Bon, voilà une vision qui est une vision longue durée et qui dépasse la problématique aube et crépuscule à propos de la Commune de Paris, qui est quand même qui est fondamentalement pessimiste, malgré tout, mais qui procède d'un réalisme qui est borné par la Première Guerre mondiale, puisque d'une certaine façon, tu évalues cette évolution qui vient de loin à ce que tu appelles ce qui se fracasse en 14. Or, ce n'est pas la fin de l'histoire. Hein, mais ça, on va pas… Peut-être vivons-nous des phénomènes qui, malheureusement, n'ont pas rien à voir avec ce qui se produit au début du XXe siècle. Mais bon, oui, alors je sens que l'air du temps, tu vois, Roger, finalement, a un effet sur la manière de représenter en longue durée cette évolution. Tout à l'heure, tu en parlais avec Quentin, les lunettes du présent, c'est bien connu, on en est tous là. On ne peut pas s'en séparer. Non, je voulais, vous voyez, il nous reste un petit quart d'heure. Moi, je souhaitais que peut-être on évoque une question qui n'était pas prévue peut-être dans l'intitulé,
mais on avait mis un terme un peu vague, un peu valise, l'éco international. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'au plan international, aujourd'hui et hier, il y a eu le même phénomène qu'en France, qui a été le phénomène d'une transmission de la connaissance de la commune qui était quand même, qui passait en contrebande. C'est-à-dire que la mémoire, mais aussi l'oubli de la commune faisait partie de l'affrontement dont Roger parlait. C'est-à-dire que l'histoire même de la commune n'était pas légitime comme faisant partie de l'histoire mondiale et de l'histoire internationale et de l'histoire française. L'enseignement de la commune, très faible, et c'était le mouvement ouvrier en France, par ses manifestations, qui étaient porteurs de cette mémoire, par exemple, de la commune. Est-ce que c'est une bêtise que je vous dis, ou c'est une provocation seulement? Mais est-ce qu'aujourd'hui, malgré tout aujourd'hui, c'est-à-dire 150 ans plus tard, il n'y a pas une sorte de retour vers cette histoire un peu séparée, pas séparée, mais qui veut surmonter cette politique de l'oubli quand même. Parce que globalement, là je rejoins un peu Roger, si la commune, sa mémoire n'a jamais disparu et son histoire non plus, elle était cantonnée. Et je vais dire quelque chose qui est peut-être un peu provocateur, mais quelqu'un qui fut un historien qui a compté dans l'histoire française à propos de la mémoire nationale et de l'histoire en France, quand il a comparé la commémoration possible de Napoléon et la commémoration impossible de la commune, je pense qu'il y avait encore quelque chose d'assez typique de cette indignité de l'histoire et de la mémoire de la commune entretenus par un certain nombre de milieux qui se présentent comme des milieux académiques dans le domaine de l'histoire et ceux qui, a priori, ne se présentaient pas les plus à droite. Je pense que la question mérite quand même d'être encore abordée. Cela dit, Serge, si je peux intervenir là-dessus, Je t'en prie. ce que tu dis pour la France, et évidemment avec la bataille mémorielle autour de la commune est tout à fait juste. Mais enfin, ça, quoi qu'on en pense, tout ça, la commune comme événement refoulé ou marginalisé, ça a été quand même nettement contrebalancé par le fait que dans les pays entre guillemets socialistes, par contre, la commune était absolument enseignée, surenseignée. C'est très surprenant. Enfin, quand vous regardez de près, c'était pas peu fait, hein, c'était très spectaculaire. Et encore en Chine aujourd'hui, par exemple, vous rencontrez des Chinois qui ne connaissent rien en histoire, y compris de leur propre pays. Par contre, ils savent ce que c'est la Commune de Paris. Alors évidemment, avec une lecture, et puis c'est pas très précis. Enfin, ils ont une représentation de ce que c'est. Et si on compte le nombre de ressortissants des pays en question, à l'échelle du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, non mais ça fait du monde. Ça fait beaucoup, voilà. Par rapport à la France, tout ça est assez dérisoire. Alors évidemment, la Commune ayant eu lieu. Ma remarque était incomplète. Non, mais ta remarque est tout à fait juste pour notre cœur de cible. Mais quand vous Cuba, enfin tous les pays qui ont été marqués par ça, c'est des choses qui ont été, qui sont enseignées souvent. J'avais même regardé pour l'URSS, qui étaient enseignées à des niveaux scolaires assez bas, assez élémentaires, hein, au départ, dans l'histoire mondiale, avec quelques repères comme ça, et ça a duré suffisamment de temps pour marquer énormément de gens. Alors, qu'est-ce qui ressort de tout ça, y compris en termes de culture populaire, parce que tu posais le problème, parce que si ça enseigne ça, c'est évidemment plus compliqué, mais on sait que même dans les événements de Hongrie 1956, il y avait la commune de Budapest, etc. Il y a l'idée qu'on reprend un peu le régime officiel nous enseigne la commune et on se réapproprie les images de la commune. Ça ressurgit périodiquement. Donc, ça a été quand même finalement beaucoup enseigné, beaucoup commémoré, énormément transmis, y compris par des idéologies officielles d'État. Donc, les effets de tout ça ont quand même été considérables sur la longue durée. Mais bon, voilà, ce serait évidemment, c'est pas là-dessus qu'on a envie de travailler sur particulièrement si les citoyens est-allemands connaissaient bien la commune, etc. Mais bon, mais voilà, ça fait partie de la longue histoire du XXe siècle, quoi. Donc, tu as tout à fait raison sur cette dimension très paradoxale, mais très importante. Quentin. Oui, merci Jean-Dumas, je crois que tu as entièrement raison. Il y a deux choses.
il y a effectivement l'histoire de la mémoire de la commune en France et ces résonances mondiales qui n'ont jamais cessé en réalité, et les deux sont peut-être plus en écho qu'on pense. Ce qui est intéressant s'agissant de la résurgence de la mémoire de la commune, c'est qu'en fait, c'est une mémoire qui évolue dans le temps. Hein. Dans les années 50 à 70, on l'associait plutôt à la lutte des classes, au mouvement anarchiste et à la révolte urbaine. Puis, dans les années 80, 90, évidemment, avec la chute de l'URSS, il y a eu un temps pas tellement d'effacement, mais de refroidissement. La figure de Louise Michel, qui peut devenir le nom d'école républicaine, en témoigne, mais je vous rappelle quand même qu'en 2000, quelqu'un comme Jean Tibéri pouvait se revendiquer comme héritier de la commune, ce qui serait plus possible aujourd'hui. Donc il y a eu un moment comme ça de refroidissement un peu de l'événement, et puis depuis une dizaine d'années, on voit cette mémoire qui ressurgit dans des mouvements sociaux, donc on ne va pas les reprendre, hein, Nuit debout, les Gilets jaunes, les ZAD, mais aussi à l'international, aux États-Unis avec le mouvement Occupy, ou encore au Mexique. Donc c'est plutôt une mémoire qui est faite, comme tu le dis très justement, d'effacement, de résurgence, de réchauffement, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens à la fois, enfin les gens, quand on en parle au-delà des milieux, soit militants, soit historiens, connaissent l'événement, mais n'en connaissent pas le détail. Simplement, ils l'associent à quelque chose de plutôt positif. Et pourquoi? Et ça, je crois que la remarque de Jean Dumas est très importante. En réalité, la commune n'a duré que 72 jours, mais elle a été reprise en 1917, d'une part entre février et mars 1917 pendant le grand mouvement insurrectionnel, puis par le pouvoir bolchevique. Il a été repris par les spartakistes en 1919. Ça a été repris par la suite par les Maoïstes. Ça a été repris dans la commune de Shanghai. Ça a été repris ensuite, on l'a dit, en Hongrie. Ça a été repris en 68. Bref, toutes ces résurgences discontinues, pour reprendre les termes de Roger Martelly, qu'elles soient mobilisées au sein de propagande d'État ou au contraire comme élément d'émancipation contre, d'ailleurs souvent, cette même propagande d'État, ça fait de la commune, d'un événement court, un événement en réalité massif, puisqu'il n'a cessé de perdurer tout au long du XXe siècle, et global. Et je pense que c'est aussi un des éléments qui explique pourquoi l'événement arrive à nous avec cette espèce de présence-absence que tu décris très bien, Serge, hein, c'est qu'il est chargé de toutes les réappropriations, légitimes ou illégitimes, ce n'est pas tellement notre problème, qui n'ont cessé d'avoir lieu tout au long du XXe siècle à une échelle globale. Hein. La commune, effectivement, est aussi connue en Syrie, dans les premiers moments de l'insurrection syrienne en 2010. La commune est évoquée comme ces fameux 72 jours qu'il faut dépasser pour exister. Donc, en réalité, je pense que si on prend cette question mémoire discontinue globale, la commune d'événements courts devient considérée comme un événement en réalité long, durable et marquant du XXe siècle, même si ça a été souvent sous la forme de ces réappropriations multiformes. Donc les remarques de Jean Dumas sont importantes à mon sens. Merci beaucoup. Roger, j'ai oublié de rappeler que tu étais coprésident des Amis de la Commune. C'est important. C'est important pour notre affaire, puisque cette année, si j'ai bien compris, et je le sais, le 29 mai, bientôt, il y aura une manifestation pour commémorer la montée au mur. Et cet épisode qui avait cessé d'être très actif depuis une petite cinquantaine d'années. J'exagère, hein, mais quand même, c'est un événement. Et je voulais savoir s'il y avait une dimension internationale qui était prévue dans cette montée au mur, si tu en sais quelque chose, puisque tu es un homme bien informé. Chacun mettra dans cette montée au mur ce qu'il a envie d'y mettre. Voilà, parce que nous partons aujourd'hui de l'idée que l'héritage de la commune est un héritage composite, hein, et que tout ce qui tend à le simplifier, à le caricaturer, contribue en fait à le priver de sa dynamique et de sa vie. Donc on n'a pas à choisir entre les interprétations de la commune. En tout cas, moi, je ne choisis pas entre les interprétations de la commune d'un point de vue politique, civique. La mémoire de la commune, c'est la mémoire d'un grand mouvement d'émancipation. Et donc, chaque fois que se pose de façon concrète la question de l'émancipation individuelle, collective, sociale, politique, symbolique, culturelle, peu importe, la mémoire de la commune revient sur le devant de la scène. Et ça n'est pas un hasard. Quentin, tout à fait. Et ça n'est pas un hasard si, comme le disait Quentin à l'instant,
aujourd'hui la commune occupe une telle place dans des mouvements aussi divers que les luttes syndicales, le mouvement des Gilets jaunes, Nuit debout, le Rojava, les occupations de fac, etc., etc. Voilà, c'est tout à fait normal. Mais en même temps, on constate que si ce combat pour l'émancipation se réfère à la commune, et je rappelle, se réfère à la commune avec d'autant plus de passion et d'enthousiasme que les révolutions du XXe siècle ne sont pas que des révolutions enthousiasmantes. Et donc, d'une certaine manière, le retour à la commune, c'est un peu un retour aux sources, avant les dérapages qu'on a pu connaître dans les révolutions du XXe siècle. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. En même temps, il faut éviter les semaines sanglantes quand même aussi. Attends. C'est en même temps mémoire de l'émancipation, mais d'une émancipation subversive. C'est-à-dire que l'émancipation, ça suppose de la révolution, ça suppose du mouvement populaire, ça suppose de l'indignation, ça suppose de l'insurrection. Et de ce fait, la commune garde cet aspect subversif. Et ce qui est significatif, c'est que dans le moment où la commune est de plus en plus investie par les mouvements sociaux, on voit que les Versaillais reviennent sur le devant de la scène, et d'une manière qui est une manière incroyablement caricaturale, comme ça s'est vu, par exemple, au Conseil de Paris, il n'y a pas si longtemps. Et moi, je pense que la réalité actuelle, c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette commune émancipation qui est un ferment d'action, et en même temps, ça active la haine de ceux qui ne veulent pas de l'émancipation et de la subversion. Et de ce fait, je pense que, j'allais dire, la bataille mémoriale est une donnée inévitable. Il faut se battre pour la mémoire de la commune. Simplement, et là j'utilise ce que disait Jean Numa à propos de la manière dont ça a pu être, j'allais dire, enseigné, par exemple, dans les pays socialistes. Moi, je tends à penser aujourd'hui que la bataille pour la mémoire de la commune, pour célébrer la commune et pas simplement la commémorer, implique que l'on puisse s'appuyer sur une vision qui est une vision la plus complexe possible de la commune. La commune, ce sont des valeurs simples, c'est des expériences qu'il faut valoriser, et en même temps, la commune ne peut pas se résumer ou se réduire à une image toute simple. Que ce soit d'ailleurs pour moi, j'allais dire, l'image des marxismes, entre guillemets, notamment les marxismes au pouvoir du XXe siècle, ou simplement, j'allais dire, l'image libertaire qui serait, j'allais dire, considérée comme exclusive de la dimension de la commune. Je pense qu'on défend d'autant mieux la commune qu'on la regarde telle qu'elle était. Et moi, ce qui me ravit, j'allais dire, dans la période actuelle, c'est que justement, l'évolution de l'historiographie, l'enrichissement de l'historiographie, le regain de l'historiographie de la commune nous permet d'avoir de la commune un regard qui est à la fois chargé d'empathie et en même temps un regard qui peut éviter les simplismes, comme ceux qu'évoquait à l'instant Jean Numa. Au fond, l'essentiel, c'est d'éviter la commune, d'éviter la semaine sanglante. Au nom de quoi? Mais nous avons eu les expériences du XXe siècle en Russie ou ailleurs. Que dire de plus sur cette… peut-être quand même quelques mots pour conclure, Jean Numa, Quentin? Non, simplement, il y a le symptôme, d'accord, hein, il y a le symptôme positif d'intérêt pour la commune qui se traduit d'ailleurs au niveau éditorial de manière spectaculaire, hein, le nombre de livres parus à cette occasion, et qui, si j'en crois ce qu'a pu dire notre ami Cordillo, ce sont en plus même des livres gros, chers et parfois complexes dans leur contenu, ont été très bien diffusés, donc ça montre qu'il y a un intérêt très très important d'une fraction limitée, mais pas totalement insignifiante de la population, et en même temps, c'est quand même effectivement un retour vers la commune parce que tout le reste, au XXe siècle, les expériences révolutionnaires et autres sont massivement rejetées
pour partie pour des raisons légitimes, mais aussi parce que, évidemment, la commune ne pose pas la question du pouvoir et de la construction de majorité, même à l'échelle d'un pays, que d'autres expériences. Donc, je pense qu'il y a un double côté à cela. Donc, il y a du positif dans la réappropriation de la commune, et en même temps, c'est un peu une valeur refuge, quoi, qui fait qu'on fait un peu l'impasse sur ce qui a suivi, et qui, quand même, ce qui a suivi, par certains aspects, nous correspond plus à notre époque que la décennie des 1870. Mais bon, ça serait un autre débat. Merci Jean-Dumas. Juste avant de passer la parole à Quentin, une question qui est arrivée dans les questions-réponses, parce que parfois j'oubliais de les regarder, la question du retour des communards et la dimension internationale, l'impact international du retour des communards en 80. À ne pas oublier, point d'interrogation, voilà. Pour terminer, une question pour la fin. Ah, le son, ton micro. Le son, ton son. Oui, merci. Voilà. Oui, c'est une bonne question. Il faudrait… ça, j'en sais rien pour n'avoir pas travaillé dessus. Il faudrait voir ce qui est intéressant, ce qu'on peut noter en tout cas, c'est deux choses. D'une part, que ces communards amnistiés vont faire campagne aussi pour amnistier les chefs de l'insurrection kabyle qui ont été déportés avec eux en Nouvelle-Calédonie. Donc, d'une certaine manière, c'est une dimension plutôt impériale que transnationale, mais c'est intéressant. C'est un point qui a été encore insuffisamment étudié. De la même manière, il ne faut pas oublier que Rochefort quitte la Nouvelle-Calédonie en passant par les États-Unis, où il est accueilli triomphalement. Donc, il y a quand même ces résonances-là qui existent. Donc, tout simplement, moi, c'est un sujet qu'il faudrait étudier de plus près. Ce sur quoi on peut terminer, du coup, parce que Roger, comme Jean-Dumas, on dit des choses très justes, c'est qu'il y a encore des travaux à faire, en fait, sur la commune, ses résonances, mais même sur l'événement lui-même. C'est un événement en cours, mais qui, étonnamment, semble ne jamais cesser de s'offrir aux analyses, aux réflexions, parce qu'il a laissé aussi beaucoup d'archives, et parce que chacune de ces résonances est un sujet en soi. Donc, il y a énormément de travaux, malgré les 5000 ouvrages avec lesquels j'avais débuté mon intervention. Il y a peut-être encore de la place pour 5000 autres pour les prochaines années à venir. Je terminerai là-dessus, du coup. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci de votre implication et du débat. Et à bientôt, peut-être le 29 mai ou dans les suites encore des débats et des travaux sur la commune. Demain, à Paris, il y a une grande manifestation justement organisée par la ville de Paris où la Fondation sera et participera avec le cinéma aussi et des interventions. Et je pense que Quentin y intervient également. À bientôt. À bientôt, passez une bonne soirée. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.